On ne se cache même plus pour corrompre dans l'univers de Donald Trump. Aujourd'hui, un délit d'initié transformé en modèle d'affaires. On permettra à qui le veut bien de payer 100 000 $ par mois pour avoir accès aux truths du président Trump avant les autres et donc d'avoir accès évidemment à des informations qui vont faire bouger les marchés. Luc La Liberté, est-ce que tu es partant pour qu'on mette un petit 100 000, toi et moi, question de devenir millionnaire dans les prochains trimestres? On pourrait se lancer là-dedans, toi et moi. Là. J'ai ça à portée de la main. J'ai cassé le cochon sur le comptoir tout à l'heure. Il ne me manque que des grenailles avant d'obtenir. Luc, tu ne comprends pas, comme disent les Anglais, you need money to make money. Hein? Il faut investir le 100 000, puis ça va nous donner accès à cette information incroyablement privilégiée qu'on pourra savoir le pétrole va-t-il monter, va-t-il baisser, puis donc spéculer et gagner des millions, je veux dire. Et donc, forcément, 100 000 $ par mois, tout ça, c'est pour aider le petit peuple américain là, qui souffre et qui ne peut pas payer l'épicerie. Hein? C'est à eux qu'on parle, finalement. Et ça contribue, bien sûr, à Make America Great Again. Toujours, oui. La question, je pense, que j'ai reçue le plus aujourd'hui, parce qu'il semblait, en tout cas sur les réseaux sociaux, y avoir un certain nombre de lecteurs ou de participants sur les plateformes qui me relançaient en disant « Est-ce que c'est légal? Est-ce que quelqu'un peut l'arrêter? » Il faut rappeler deux jugements très importants qu'a rendu la Cour suprême. Au plan criminel, très difficile d'arrêter le président. Il jouit d'une immunité qui est quasi totale. Et il y a bel et bien une organisation aux États-Unis, la SEC, la SEC, qui, elle, pourrait potentiellement, en théorie, freiner ce nouveau produit sur Truth Social. Parce qu'on le sait, la plateforme, elle est détenue par la famille Trump, donc, et le président, ben, c'est Donald Trump. Le conflit d'intérêts est clairement là. Mais il faut rappeler que c'est le président qui est, bien sûr, qui nomme celui qui dirige la SEC, qui est Paul Atkins présentement. Et dans un autre jugement rendu par les tribunaux cette année, ben, il n'a pas de sécurité d'emploi. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à la tête des agences fédérales, le pouvoir de l'exécutif, maintenant, il est devenu très grand. Ce qu'on croyait être des agences indépendantes ou dont on tentait à tout le moins de protéger l'indépendance, ça n'existe plus. Donc, imaginons que M. Atkins, qui a dit cette année, lui, vouloir faire, depuis qu'il est en poste, qui a dit vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto, qui favorise la dérégulation pour, entre autres, avantager la crypto pour Donald Trump. Si M. Atkins osait s'élever et répondre à une lettre, entre autres, de sénateurs démocrates qui disent « Ce que tu as dit, c'est un délit d'initié », M. Atkins pourrait être congédié et remplacé, et on pourrait faire ce jeu-là tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas quelqu'un à la tête de la SEC qui accepte de faire ce qu'il fait depuis 2 jours, Atkins, ne rien dire, ne rien faire. Et la SEC, dans nombre d'autres domaines, a été particulièrement discrète quand on compare avec ce qu'on faisait auparavant sous d'autres présidences et pas que des présidences démocrates, des présidences républicaines également. Mais donc, ce que tu nous dis, Luc, là, c'est quand même que dans la plus grande démocratie d'Amérique, le président peut prendre des positions qui vont faire bouger les marchés à la hausse ou à la baisse. Là. Donc, annoncer des informations. Il va les annoncer sur un canal qu'il possède, donc une entreprise privée, là, cotée en bourse, qui a d'ailleurs pris 14 % de valeur là, depuis quelques semaines sur l'annonce de ce nouveau programme-là. Et donc, il va envoyer des informations privilégiées à des gens qui ont 100 000 $ par mois, là, 1,2 million de dollars par année, pour qu'ils puissent évidemment parier sur des titres, sur des futures, sur toutes sortes de produits boursiers et donc s'enrichir à coût de centaines de millions de dollars. Et ce que tu nous dis, c'est que personne ne peut rien faire pour arrêter cette gimmick incroyable. Genre, je veux dire, les bras m'en tombent. Je peux pas comprendre qu'il n'y a pas comme quelqu'un, quelque part. Il y a quand même un équilibre des pouvoirs. C'est tellement gros et dégueulasse que je comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui déchire toutes les secondes sa chemise autour de cette affaire-là. Les premières personnes interpellées dans ce dossier-là, au-delà des Américains, là, ils vont se prononcer aux élections de mi-mandat là, très bientôt, puis ils auront l'occasion de se présenter, donc de se prononcer pour la présidence en 2028. Mais que fait le Parti républicain? Et c'est difficile de ne pas y revenir. Regarde le sort qu'on a réservé à Anthony Fauci pour des imprécisions, pour des choses qui manquaient de transparence. Mais alors qu'on soulignait la valeur, sinon, du travail qu'il a fait pour le service public et pour la recherche. Mais regarde avec quel acharnement
On a tenté de lui arracher des aveux. On a dénoncé son recours au cinquième amendement, mais presque rien du côté du dossier Epstein et rien jusqu'à maintenant sur ce que tu viens très bien de résumer dans tes mots. Mais quand on parle de pouvoir aux États-Unis, il y a bien sûr la loi dans les nombreuses institutions, il y a le cadre légal, les tribunaux, mais il y a aussi la séparation des pouvoirs. Et moi, ce que je dénonce depuis très longtemps, c'est que par couardise, ou encore parce qu'on ne veut pas être privé de fonds et que faire des campagnes électorales, ça coûte très cher aux États-Unis, le Parti républicain, par son silence, accepte l'inacceptable ou cautionne l'inacceptable. Et je veux dire, ça ne peut pas être plus grossier, puis dans un certain sens, plus transparent comme manœuvre. Si vous me donnez 100 000, je vous donne finalement un aperçu de ce qui s'en vient. C'est le président des États-Unis qui est un des personnages les plus influents pour les marchés à l'échelle de la planète. Stratagème ne peut pas être plus gros, plus crasse et plus clair que ça. Et est-ce que, par exemple, les amis là, à Fox News et tout, je veux dire, encore une fois, je comprends qu'il y a toute une armée de gens là, qui sont payés et ou incités à défendre puis à justifier Donald Trump. Mais dans ce cas-ci, Luc, je sais pas si c'est peut-être parce que ma formation puis ma compréhension des marchés, mais c'est tellement grossier puis dégueulasse que je peux pas comprendre qu'il y ait même des gens qui endossent ça, puis que ça soit pas comme un scandale, le scandale de tous les scandales. Là, je veux dire, on est carrément en train de dire on va donner à des milliardaires et des archimillionnaires de l'information qui va leur permettre de s'enrichir au détriment du pauvre peuple. Là. Comme c'est un stratagème d'exploitation et d'extraction de fortune sur le dos du petit monde. Puis c'est comme, tadam, voilà, merci de m'envoyer votre chèque. Je suis désolé de refaire le point, mais comment ces gens-là vivent et dorment la nuit? Genre, qui sont d'ailleurs les gens qui vont payer ce service-là? J'imagine que la liste ne sera pas rendue publique, mais encore une fois, comment est-ce qu'ils font ces gens-là pour dormir la nuit avec une affaire pareille? Et comment tu parlais du peuple tout à l'heure ou de la majorité de la population américaine, là, et c'est pas en passant une croisade anti-riche, là, j'espère que c'est très clair pour les gens qui nous écoutent. Je veux dire, c'est grossier, là, c'est épouvantable de malhonnêteté, mais les Américains ont le gros bout du bâton. Ce sont eux qui l'ont choisi à 2 reprises. Ils ont l'occasion de se prononcer. S'ils décident d'aller de l'avant et de redonner des majorités aux républicains, ben écoute, on devra vivre avec ce qui nous semble à tous les deux particulièrement odieux et grossier. Mais si jamais les Américains donnent leur aval, ben écoute, on commentera ce que fait leur président et ce que font leurs majorités si on décide d'aller de l'avant. Mais c'est là, je pense, où le jeu démocratique prend tout son sens. Si on ne conscientise pas, si on ne s'éduque pas et si on ne participe pas, qu'on ne se mobilise pas aux élections devant une telle dérive des institutions, puis devant l'enrichissement grossier et scandaleux d'une famille et d'un individu, ben écoute, c'est leur système et c'est leur démocratie. Franchement, Luc, tu devines, je trouve ça absolument dégueulasse. Je pense que de toutes les choses qu'a fait Donald Trump, là, celle-là, c'est pour moi, c'est comme... En tout cas, bref, je vais arrêter, mais passons à un autre sujet qui est pas tout à fait sans lien avec ce premier-là. Todd Blanche, c'est drôle, je t'écrivais ce matin, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, tiens, parlant de corruption profonde, mais bon, ancien avocat personnel de Donald Trump est pressenti pour être le prochain procureur général des États-Unis. Je t'écrivais ce matin, j'avais l'impression que c'était mort, son affaire, et là, revirement de situation en plein milieu de journée, les deux républicains un peu réticents semblent s'être ligués, là, finalement, avec le Parti républicain pour faire passer cette candidature-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là, dans le cas de cette nomination-là? Et j'ai hâte de voir la suite aussi. Donc, tu l'as bien dit, Todd Blanche, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, et il hésitait, Todd Blanche, où on n'avait pas finalement toute la lumière espérée sur 2 dossiers. Il y avait cette fameuse entente avec le service du revenu qui avait permis à Donald Trump d'obtenir par l'intermédiaire du procureur général Blanche, parce qu'il était là par intérim. Donc, il avait obtenu plus d'1,7 milliard de dollars et en même temps une immunité contre toute poursuite éventuelle pour sa famille, sa compagnie et pour lui. On avait cuisiné Todd Blanche là-dessus avant de confirmer sa nomination et Blanche avait dit, mais ce n'était que des mots, il avait dit, c'est ce que disent les sénateurs, les républicains, Blanche avait dit, c'est mort ce dossier-là, ce fonds-là, ça n'existe plus.
Et on lui a demandé de mettre ça par écrit, ce qu'il avait refusé de faire jusqu'à tout récemment. Et ça explique le retournement de situation ce matin. Quand je disais que j'ai hâte de voir la suite, c'est que Donald Trump, hier encore, disait « J'y tiens à ce fonds-là et nous allons avoir ce fonds-là ». Mais pour obtenir la confirmation de sa nomination, Todd Blanche a choisi de donner aux sénateurs qui faisaient de l'obstruction chez les républicains ce qu'ils voulaient. Donc, le fonds, il s'engage à le défaire, donc à détruire, et ça n'existera plus et il l'a mis sur papier. Et de l'autre côté, il a accepté de limiter l'immunité qu'on avait accordée à Donald Trump, ses entreprises et sa famille. Et sa famille, donc, y aura-t-il un peu de sable dans l'engrenage entre le président et celui qu'on présente comme procureur général comme plus, finalement, son avocat encore à lui que l'avocat des Américains? C'est, encore une fois, au risque de se répéter, mais c'est très sérieux, le président américain, habituellement, il nomme le procureur général, puis ensuite, les deux hommes ne se parlent à peu près jamais. Dans le cas de Donald Trump et de Todd Blanche, les communications sont régulières. On a même donné des ordres et des mandats au procureur général. Ça avait coûté le travail de Pam Bondi, qui était celle qui était là avant Todd Blanche. Bien sûr. Et maintenant, Todd Blanche semble, en tout cas sur papier, en théorie, s'opposer à ce que souhaite Donald Trump. Ceux qui résistent habituellement, ils doivent offrir beaucoup pour avoir le pardon du parrain de Mar-a-Lago. C'est quand même hallucinant. Et donc, c'est une des questions que j'avais pour toi. Tu dis qu'il a mis ça par écrit, Luc, mais dans les faits, une fois nommé procureur général avec l'immunité présidentielle, ce que tu nous as dit sur la Cour suprême, qu'est-ce qui empêche Todd Blanche de changer complètement de son fusil d'épaule, puis de remettre le fonds de dédommagement, puis de redonner l'immunité? Je veux dire, dans les faits, rendu là, on n'est plus à un délire ou un mensonge près. En temps normal, je t'aurais dit ça n'arrivera pas. Nous ne sommes pas dans une période normale et je pense que Todd Blanche pourrait revenir. Ce serait encore une fois aux républicains à composer avec les retombées de ça et des munitions supplémentaires pour les démocrates qui peuvent les utiliser pour les élections de mi-mandat. Mais oui, est-ce que la parole de quelqu'un de cette administration ou la parole du président, on peut la considérer tant et aussi longtemps que la réponse est ça se règle politiquement par des pressions politiques. Oubliez les conventions et oubliez les compromis. Cette administration ne fait que ce qu'elle veut. Rappelons d'ailleurs que l'entente Canada, États-Unis, Mexique porte la signature de Donald Trump qui a dit que c'était la meilleure entente commerciale jamais signée et qui, évidemment, on connaît l'histoire, 4 ans plus tard, s'empresse de dire que c'est un deal terrible et qu'il faut asséner des tarifs au Canada. Bref, la signature de ces gens n'a strictement aucune valeur, ce qui est quand même un peu fou. Je termine en te parlant d'un texte de Paul Krugman, qui est évidemment un éditorialiste, ancien du New York Times, maintenant plus sur Substack, qui est une plateforme que tu aimes et connais bien, Luc. C'est là où je pense que nous le lisons tous les deux sur Substack. C'est maintenant. effectivement là où il sévit le plus souvent désormais. Krugman parle de la poutinisation de l'armée américaine. Il établit un parallèle là, entre l'armée américaine et l'armée russe récente, c'est-à-dire qu'une armée qui est à court de munitions, qui planifie très mal ses interventions. Il dit essentiellement que l'Iran a gagné la guerre du Golfe la plus récente en épuisant les Américains qui ne savent pas compter, un peu comme les Russes en Ukraine. Est-ce que ce parallèle-là a un fondement, selon toi? Je trouve que la comparaison était, gênante pour l'administration Trump, et deux, qu'elle s'appuie sur des faits qui circulent depuis un moment déjà. Et quand on parle de ne pas savoir calculer du côté de l'administration et des militaires, je te dirais au sommet de la hiérarchie au Pentagone. Je répète, depuis le début de cette entreprise en Iran, de ce conflit en Iran que Donald Trump a appelé une aventure assez cavalièrement précédemment. Une excursion. Une excursion que les généraux avaient fait une longue liste. Donc attention, bien sûr, vous êtes le commandant en chef, mais si on s'attaque à l'Iran, voici ce qu'il va arriver. On sait maintenant que le détroit d'Ormuz, ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé. Même que l'Iran, maintenant, a laissé la place, on négocie encore, semble-t-il, avec les États-Unis, mais avec le sultanat d'Oman pour établir une nouvelle route pour l'Iran et pour le sultanat d'Oman, une route qu'on contrôlerait dans le détroit d'Ormuz. Mais donc, les généraux avaient dit, voici une liste de choses qui risquent de se produire. Et dans les réserves qu'on avait émises,
bien, il y avait celle sur le nombre de missiles et les budgets qu'on consacre à l'Iran, alors qu'on intervient sur d'autres fronts. Et j'ai répété à quelques reprises, si les États-Unis, qui par exemple fournissent des armes à l'Ukraine, par intermédiaire maintenant, on le sait, mais donc si on fournit des armes à l'Ukraine, si on fournit des armes à Israël et qu'on s'investit autant en Iran, il ne faudrait pas être exposé beaucoup ailleurs pour que ça Ouais. représente un risque stratégique et un risque militaire. L'armée américaine n'est pas en déroute, mais on a effectivement effectué de mauvais calculs, puis on a fonctionné à partir de mauvaises informations en contournant les véritables mises en garde servies par les militaires avant que Pete Hegseth ne procède à son ménage et qu'il impose son narratif au Pentagone. Mais c'est gênant pour l'administration actuellement et pour l'armée américaine que de donner cette impression qu'on est dominé par un pays qui militairement est nettement inférieur à ce que sont les États-Unis. Un géant aux pieds d'argile, diront certains. Luc, la liberté, toujours un plaisir de jaser avec toi. Une bonne fin de journée, on se parle demain, Francis.